On va commencer tranquillement ce quatrième mardi de la Deep Tech qui va tourner autour de la dynamique de la création de startups issues du transfert de technologie. C'est un sujet qui va vous être présenté par Lucille, Lorena, Sonia et Rodolphe de l'équipe Deep Tech de BPI France, donc des proches collaborateurs avec lesquels j'ai le plaisir d'interagir toute la journée et qui ont fait une étude sur 1200 startups qui sont issues des offices de transfert de technologie et qui vont vous restituer ça avant d'animer une petite table ronde avec certains partenaires de l'écosystème qui vont nous expliquer comment ils voient ce sujet de l'émergence des startups deep tech issues des offices de transfert de technologie et comment leur stratégie va évoluer dans les prochaines années pour essayer d'en faire émerger toujours plus pour éventuellement atteindre les objectifs de la LPPR sur les 500 startups deep tech à horizon 2030. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je me permets de représenter très rapidement ce que sont les mardis de la Deep Tech si jamais vous êtes là pour la première fois. On est parti d'un constat qui est qu'en fait, on a tous beaucoup de matière à notre disposition dans chacune de nos structures, que en fait, la Deep Tech fait beaucoup parler en ce moment, qu'il y a des études qui sortent un petit peu dans tous les sens, que c'est un sujet d'actualité. Qu'en parallèle de ça, on a une communauté qui se développe et qui interagit de plus en plus avec le Deep Tank, avec la plateforme, avec les services communs qu'on est en train de propulser, et que finalement tout ça crée une forme de curiosité et de volonté de partage et d'interaction sur les études clés, les messages de fond qui émanent de toutes ces études. Et donc on a voulu lancer les mardis de la Deep Tech, qui est un cycle de rendez-vous pour vous, les membres de l'écosystème, pour partager en 1 heure toutes les 2 semaines des connaissances de fond sur les dynamiques de la Deep Tech en France et à l'international. Et donc, plus concrètement, ce que ça veut dire, c'est que pendant 1 heure, toutes les 2 ou 3 ou 4 semaines, selon le rythme des études qui sortent, on fait intervenir des experts qui nous partagent des résultats d'études et on vous permet de poser des questions pour éventuellement creuser certains sujets et surtout partager cette connaissance à l'ensemble de l'écosystème. Donc on est ravis de vous accueillir pour ce quatrième mardi de la Deep Tech. Donc, on en a eu 3 qui ont précédé cette date-là, sur 3 thèmes différents. Donc je vous laisse éventuellement les lire. On en a surtout un dernier le 14 décembre sur le paradoxe de l'investissement en Deep Tech, qui est une étude qui a été menée par le BCG et Hello Tomorrow et qui vous sera présentée par Arnaud Delatour de Hello Tomorrow, le CEO, et puis Arnaud Legris, donc une doublette de Arnaud, qui vont nous présenter cette étude et surtout sur laquelle j'espère que vous serez nombreux à réagir parce que c'est une belle étude. Et donc aujourd'hui, on est là le 23 novembre pour parler de la dynamique de création des startups issues des offices de transfert de technologie. Et je vais pouvoir passer la parole à Lucille, Lorena et Rodolphe qui vont vous présenter cette étude. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit à la dernière date, voilà le lien pour vous inscrire. Je vous le remettrai dans le chat juste après. Eh bien, écoutez, un grand merci encore à tous. On va démarrer sans plus attendre. Lucille, je te laisse prendre la main. Ouais. Bonjour à tous. Vous êtes bon? Donc, on va vous présenter la dynamique des startups. Vous m'entendez bien? Très bien, c'est bon. Super. Et donc, on va commencer par une première partie. C'est pas moi qui ai la main. Sur la dynamique de création des startups qui va être présentée par Lorena, qui doit être connectée. Lorena? Oui, je suis là. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Et voilà, donc, et si on peut passer du coup à la prochaine slide pour commencer, du coup. Merci. Et donc, les périmètres de cette analyse portent sur un portefeuille de 1253 startups et créé entre 2011 et 2020. Et la récollection des données a été faite grâce aux relevés que vous, les organismes de transfert de technologie, nous ont fournis dans les mois précédents et les SAT aussi. Et à noter que ces startups sont d'un côté rattachées au CNRS, COA, INRIA, et PCL et INSERM, et de notre côté par les universités et les écoles, CHU et des autres institutions, et que nous avons classifié en tant que, nous avons appelé plutôt hors ONR pour une meilleure visualisation par la suite.
Et donc ici, sur ces graphiques et à droite, et nous constatons qu'une large majorité des startups sont rattachées au CNR, représentant un 72%, alors qu'un quart des startups sont rattachées aux universités et des écoles. On voit que ces dernières, on était tous et toutes accompagnés par les SAT. Et si on passe ensuite à la répartition des startups par organisme, et on observe ici que la moitié des startups sont issues des laboratoires du CNRS. Et pour information, dans 27, on était accompagnés par les SAT. Et nous voyons aussi 28% des startups issues des universités et des écoles. Dans la totalité, on était bien évidemment accompagnés par les SAT, parce que c'était en fait les SAT qui nous sont fournis les relevés sur les startups dont les mandataires uniques, c'est les universités. Et 18% des startups issues des autres ONR, dont 6% de CEA, 6% des INSERM, et on voit aussi et 4% des INRIA et 2% de PCL. Et ce qui aussi est également intéressant de vous présenter est la répartition des startups par SAT, qui représente 45% du portefeuille. Nous constatons ici que cette répartition est assez équilibrée. Pour Salis et Accélère étant les secteurs qui apportent les plus, on pourrait dire, et 8%. Et parmi tous les SAT, et 2% des startups accompagnées par Toulouse Tech Transfer et la SAT Nord. Et voilà, donc si on passe ensuite à la répartition programmatique, c'est aussi important aussi de vous présenter que les startups issues des CNRETT sont réparties sur tous les territoires nationaux, notamment en Île-de-France, où l'on trouve 21% des startups et du portefeuille suivi par la région de Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA, représentant respectivement 19 et 16% des startups. Et puis, nous trouvons aussi 15 startups dont la siège est à l'étranger. Et donc, concernant ensuite l'évolution du nombre de startups ici, et les graphiques représentent l'accumulation. Donc, c'est pourquoi vous pouvez observer qu'il y a une augmentation au fil des 10 dernières années. Ce qui nous fait les 1253 startups pour 2020. Du coup, ici, si on se concentre sur l'évolution si on se concentre sur l'évolution du nombre de startups des CNRETT, mais avec la contribution des SAT, ici, nous pouvons distinguer 3 périodes qui sont en face avec la mise en place des différentes vagues des SAT et de plein d'IPTEC aussi. Constatons, et nous avons essayé de faire des moyennes, mais c'est des données qui est quantitatif. Donc, voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Et c'est que la moyenne des créations de startups a augmenté de 23% de la période entre 2014 et 2017 par rapport à la période précédente. Et puis, on voit qu'il y a une décroissance de 22% en moyenne au cours des 3 dernières années. Et nous pouvons également observer que malgré cette décroissance, la contribution des SAT devient majoritaire et représente une contribution entre 51 et 63% depuis 2014. Donc, ensuite, si on se penche sur la dynamique des créations des startups, mais là, cette fois-ci par organisme, nous voyons clairement qu'il existe une variabilité dans la création des startups. L'idée de cette slide est de pouvoir par la suite discuter sur les éléments qui pourraient expliquer cette fluctuation, je pourrais dire. Et voilà, si on regarde après les objectifs, alors ils sont 2025 et dans la création des startups par organisme. Faisant la projection, on obtient donc 210 startups d'ici à l'horizon 2025.
Néanmoins, il a noté que les prévisions de 150 startups par an du CNRS, notamment correspondent à 150 startups issues des unités mixtes de recherche dont les CNRS est co-tutelle. Donc, ça pourrait être potentiellement des startups dont le mandataire unique, ce n'est pas les CNRS, mais INSERM, par exemple. Donc, voilà. Et il a aussi noté que la progression de ces objectifs ne prend pas en compte ceux au ONR. Et parce que voilà, c'est des startups qui sont issues des universités et des écoles. Donc, on n'a pas les numéros des startups de ces institutions. Donc, voilà, si je pense que c'est bon pour ces parties-là. On va passer ensuite sur l'analyse et sur la levée des fonds de ces startups. Que je passe la main, je ne sais pas si c'est Rodolphe, Lucille, qui continue. Oui, donc voilà, donc après la présentation donc, de la dynamique de création de startup, on va s'attarder aussi sur l'analyse des levées de fonds de ces startups donc, au cours des 10 dernières années. Donc on peut voir donc, au niveau du périmètre de l'analyse, il a été fait à partir de 3 sources différentes, donc, qui sont donc, les informations disponibles sur Dealroom, une étude de Deloitte de 2019 et les données directement possédées par la BPI, donc par BPI France. Donc on observe donc, que sur les startups accompagnées par les ONR et les OTT entre 2011 et 2020, sur 1253 startups créées, on voit qu'il y a 29% qui vont lever, donc 359 startups différentes ont levé des fonds sur la période. Voilà, donc après, indépendamment de l'évolution du nombre de levées, on peut voir aussi que les levées sont de plus en plus importantes en termes de quantité. Donc on voit qu'il y a une augmentation de 44% par an en moyenne entre 2015 et 2019, avec une multiplication en 7 ans du total des levées. Donc on arrive en 2020 à 961 millions au total, sur l'année levée, avec un total de levée de 3,9 milliards donc sur la période entre 2011 et 2020. Donc on peut voir qu'il y a une très forte croissance sur la période donc, pour ces startups accompagnées. Ensuite, si on s'attarde sur la répartition donc, de ce levé en fonction des différents secteurs, on peut voir que donc, la santé prend une part très importante de la totalité des levées de fonds. Donc elles sont vraiment captées par 2 secteurs qui vont être donc, l'industrie de la santé et l'électronique. Donc voilà, donc c'est la répartition donc, au niveau des montants pour les startups issues des OTT. Après, si on regarde du coup comment sont découpées ces différentes levées, en termes de nombre de levées, on va voir que il y a toujours l'industrie de la santé et l'électronique qui dominent le nombre de levées, mais que cette domination ne se retrouve pas dans le montant moyen des tickets. Après, ça reste à nuancer parce que, par exemple, si on regarde sur le deuxième graphique, on voit que l'agroalimentaire a un ticket moyen de levée de 43 millions, mais sur une base seulement de 9 levées. Alors que, donc on peut être beaucoup plus sûr du ticket moyen de l'industrie de la santé, qui lui donc, est à 11 millions et se base sur un panel de 179 levées, donc ce qui est plus représentatif. Ensuite, on a aussi représenté donc, ces levées par domaine d'application. Donc voilà, avec une mise en avant des plus grosses levées donc, sur les dernières années, avec par exemple des levées à 58 millions pour Inotrem, BioSerenity à 65 millions. Et après, donc, par exemple, dans les levées dont on parlait, Insect dans l'agroalimentaire avec une levée à 315 millions. Et après, il y a aussi donc, Aledia à 120 millions et Dynacure à 50 millions. Donc on peut aussi voir donc, au niveau du trend des montants des levées, une forte augmentation des levées supérieures à 20 millions. Donc entre 2011, où on en a 0, jusqu'à 2020, on en a une dizaine. Donc voilà. Après, donc, la nature de ces levées, on peut regarder la typologie et la nature des différentes levées. Avec, donc, on voit que on va en avoir de plus en plus, on le voyait là déjà, donc l'augmentation de levées plus grosses et plus conséquentes. Donc on va avoir plus de série C et série D qui vont arriver dans les années à venir. Et donc oui, une majorité de startups qui lèvent en amorçage en série A du coup. Voilà, donc après, voilà, donc ça c'était donc la dynamique de levée de fonds des startups.
Et voilà, donc après, ça, c'est des relevés. Tu veux Oui, du coup, en fait, juste pour vous expliquer, c'est la première relève qu'on a commencé à faire avec les OTT et les SAT du coup l'an dernier. Donc, le temps qu'on consolide l'ensemble de données, qu'on arrive à remonter, comme l'a présenté Rodolphe, par rapport aux données qui étaient publiques sur Dealroom, les données qu'on avait dans l'étude de l'autre, on a réussi à sortir ces premiers slides. L'objectif, c'est de continuer ces relèves et d'étoffer un petit peu cette présentation sur d'autres axes que nous allons travailler. Donc, vous avez pu voir qu'on faisait par secteur d'activité ou par domaine d'application. Ce qu'on souhaiterait, c'est multiplier un petit peu ces analyses sur ces deux axes, mais également renforcer notre analyse sur les amorçages, les séries A, les séries B en fonction des domaines d'application ou encore des secteurs d'activité. Donc là, c'est une première version qu'on vous propose aujourd'hui de la présentation. Et du coup, on souhaite suivre justement par une petite table ronde où nous avons 4 invités. Et pour ça, je vais donner la main à Sonia qui va animer cette table ronde et présenter nos 4 invités pour expliquer cette dynamique. Oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si nos 4 invités sont en salle virtuelle au moins. Donc Corinne, je sais, je t'ai vu arriver dès le début. Bonjour Corinne, ça va? Donc je vois l'écran de Corinne s'allumer, c'est super. Thomas Ribeiro du CNRS, Bruno Rostand, je t'ai vu aussi, il me semble. Oui, je suis là. Donc je vais faire l'intro en 2 minutes, mais je veux bien avoir les 4 invités. Thomas Ribeiro et Pauline. Pauline, je sais que tu es présente. Oui, bon, c'est super. Donc, du coup, en introduction, pour éviter qu'on prenne trop de temps à présenter, à se présenter, c'est moi qui vais vous présenter. Ça vous convient? Comme ça, je le fais en 2 mots et puis ça laisse du temps pour les échanges. Et puis, par rapport à la présentation qui vient de vous être faite, soyez à l'aise, on va aussi, même par rapport à la table ronde, on va essayer de garder un temps de questions-réponses à la fin, et parce que c'est vraiment important qu'on échange et qu'on puisse interagir et vos réactions à chaud sont tout le temps très intéressantes. Donc, on va garder ce temps-là à la fin pour vous permettre de poser toutes les questions que vous voulez nous poser. Donc, on a 4 invités sur la table ronde. Je vais commencer par les femmes. Corinne Hubert-Sainteau du CEA, directrice de la valorisation du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. En deuxième invitée, une deuxième femme, Pauline Solignac, de l'INSERM Transfert, en charge des startups. Il me semble, Pauline, je ne dis pas de bêtises. Je suis responsable programme entrepreneuriat. Ton son, on ne l'entend pas. Pardon. Je suis responsable programme entrepreneuriat. C'est ça, oui, super. Voilà. Bruno Rostand, notre troisième invité, directeur de PSL Innovation. Et puis Thomas Ribeiro, en charge du programme Startup aussi à CNRS Innovation. Je n'ose pas dire RISE parce que je pense que c'est plus large que RISE, Thomas, mais je te laisse corriger. Oui, on pourra discuter un petit peu, mais oui, ça s'est un petit peu élargi. Ok, et donc j'entame tout de suite et je lance cette table ronde avec une petite question. La première question, c'est quels moyens avez-vous déployé, enfin, au regard des chiffres qui vous ont été montrés dans la première partie de ce webinaire, la question qu'on a envie de vous poser, c'est quels moyens vous avez déployés au regard du plan Deep Tech et quelle dynamique de création de start-up vous envisagez pour les prochaines années. Je vous passe la parole et voilà. Qui veut commencer? Alors, je vois Corinne. Allez, Corinne, lance-toi. Ton micro est coupé, Corinne. Bon, excusez-moi. Donc oui, je démarre. Donc au CEA, il est clair qu'on a bien identifié le fait que les startups s'inscrivaient comme un axe clé de valorisation, un vecteur essentiel pour nous. Et du coup, conscient de la nécessité d'augmenter la dynamique entrepreneuriale dans cette perspective-là, on a mis en place en juin dernier, donc juin 2020, le programme Magellan, qui est en fait un dispositif complet d'accompagnement de la création d'entreprise qui part de l'idée à la création en tant que telle et qui va permettre au projet d'être accompagné sur tous les volets,
avec un volet formation, un volet maturation, incubation, et puis le déploiement en amorçage. Donc, sachant que ce dispositif est ouvert à tous les collaborateurs du CEA, avec une ouverture vers l'externe pour des porteurs qui souhaiteraient poursuivre un projet de création d'entreprise sur la base d'une technologie CEA. Donc, ce dispositif, il a pour objectif de créer 10 à 15 startups par an, avec donc près de 150 nouvelles startups d'ici 2030. Et puis aussi l'ambition de 2 nouvelles licornes d'ici 2030. Donc ce dispositif, je vous l'expliquais, hein, il est à la fois en termes d'accompagnement RH, accompagnement également marketing, accompagnement en termes de financement, puisque les labos ont une participation, puisque les porteurs ont un temps qui est dédié et puis qui est pris partiellement en charge par la direction générale, de sorte que les labos soient beaucoup plus libres de poursuivre cette voie de valorisation et plus enclins aussi à la pousser. Merci Corinne. Pauline, je te passe la parole pour tu nous présentes le programme à l'INSERM. Oui, merci Sonia. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette étude et cette collecte de données parce que je pense que c'est vraiment utile pour avoir une vision globale de l'entrepreneuriat en France, issu des ONR et des SAT. Donc moi, je suis responsable programme entrepreneuriat pour INSERM Transfer. INSERM Transfer, c'est la filiale de valorisation de l'INSERM. On a toujours accompagné, donc depuis la création de l'INSERM Transfer en 2000, on a toujours accompagné la création de start-up, mais plus spécifiquement en 2017, on a mis en place un programme qu'on appelle le parcours pré-entrepreneurial, qui a pour objectif plus spécifique d'accompagner les chercheurs très tôt dans leur envie de créer, pour faire non pas on les accompagne sur 2 axes principaux. Le premier, c'est l'équipe, l'aventure entrepreneuriale, et avec l'objectif de faire d'eux non pas des entrepreneurs, mais ce qu'on appelle des fondateurs éclairés, donc en capacité de discuter avec des investisseurs, de travailler avec quelqu'un du business, de s'entourer des bonnes personnes pour avoir des startups qui soient construites sur des bases les plus solides possibles. Et le deuxième axe, qui est vraiment spécifique à la santé humaine, sur lequel on insiste très tôt et sur lequel on travaille avec eux, c'est de bien différencier ce qui est un produit qu'on amène en clinique. C'est souvent le premier objectif qu'ils ont quand ils se présentent et quand ils viennent nous voir, d'un projet d'entreprise. Et donc, on travaille avec eux là-dessus, avec un accompagnement qu'on a complètement personnalisé. On accompagne entre 20 à 30 nouveaux projets qui rentrent dans ce parcours par an et qui aboutissent à la création de 5 à 10 startups annuellement, avec pour objectif, d'ici 2025, de passer à 15, voire d'arriver à 20 startups créées par an. À INSERM Transfer, on est convaincu que cet accompagnement, il doit bénéficier du collectif. Et du coup, on a travaillé sur 2 consortia. Le premier, c'est The Human Health Startup Factory, qu'on a construit avec CNRS Innovation, avec la Sater Ganeo, avec Deep Tech Founders, et sur lesquels une demi-douzaine de fonds d'investissement nous ont rejoints. Et en fait, dans un premier temps, l'objectif premier de la construction de ce consortium, c'était de pouvoir faire bénéficier d'une labellisation pour accéder à French Tech Seed. Mais on a aussi construit un accompagnement ensemble. Et pour donner un exemple, toutes les startups issues des partenaires et des membres du consortium peuvent bénéficier de nos rencontres du parcours pré-entrepreneurial, qui est vraiment une des clés de voûte de notre accompagnement, au cours desquelles chaque porteur peut venir en anté-création, donc quand le projet est encore en construction, présenter son projet devant un panel d'experts avec des investisseurs, avec des gens qui sont spécialistes de l'entrepreneuriat en santé humaine et pourra bénéficier de conseils, d'orientation, de challenge de la part de ces experts. Donc voilà, ça c'est en anté-création et puis après on peut les labelliser pour French Tech Seed. Le deuxième consortia, c'est le consortium dans le cadre de SIA, le consortium PBS qui a été conduit par l'incubateur Paris Biotech Santé,
avec nous-mêmes, avec l'Université de Paris, la PHP, l'EURESA et Japan Link, et qui nous permet maintenant d'aller encore plus loin dans l'accompagnement, de mettre en place du mentorat, d'aller sensibiliser encore plus les chercheurs, les étudiants, les postdocs, les doctorants à l'entrepreneuriat. Et ça, on le fait, cette sensibilisation, on a commencé à la faire notamment avec l'Université de Paris, et on voudrait l'étendre à toute la France très prochainement. Merci Pauline. Donc c'est un programme structuré et ambitieux. C'est un beau programme. Merci pour les explications. Thomas, du coup, peux-tu nous présenter donc de fait le programme entrepreneurial développé depuis quelques années maintenant par CNRS Innovation? Oui, bien sûr. Du coup, donc juste pour resituer, CNRS Innovation, c'est la filiale nationale de valorisation du CNRS. On est également filiale de BPI France, puisque BPI France est dans nos actionnaires. Et nous, on a également bien identifié la voie de valorisation par la création de start-up comme une voie clé pour porter les technos qui sortent de nos labos sur le marché. Et ça se traduit notamment par des objectifs ambitieux, on peut le dire, qui sont notamment décrits dans le contrat d'objectifs performance du CNRS, qui est conclu avec le MESRI. Et avec un objectif donc, qui était affiché tout à l'heure de 150 startups créées par an qui sont issues des UMR CNRS. Donc, Lorena l'a bien précisé, issues des UMR CNRS, ça ne veut pas forcément dire que le CNRS est mandataire sur ces technologies, mais il s'agit de technologies qui se basent sur des actifs dont le CNRS est copropriétaire ou des résultats de recherche issus du UMR dont le CNRS est co-tutelle. Donc pour répondre un peu à cet objectif ambitieux, il y a un programme qui s'est lancé en 2019, début 2019, qui s'appelle le programme RISE, qui est un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat, donc qui est destiné aux projets de création d'entreprises qui vont valoriser des résultats de recherche issus d'un laboratoire dont le CNRS est co-tutelle, peu importe le mandataire, peu importe le porteur, à partir du moment où ce sont des résultats de recherche qui sont issus d'un des laboratoires du CNRS, on peut accompagner le projet, les porteurs de projet. On va quand même regarder des petites choses avant de valider l'intégration dans le programme, bien sûr. On va d'abord s'assurer qu'il y a un TRL qui est cohérent avec le lancement, on va dire, des démarches entrepreneuriales en tant que telles. Quand on est sur des TRL qui sont trop faibles, c'est-à-dire l'idée des TRL 1, 2, on va réfléchir vers d'autres programmes qui existent, qui sont opérés par CNRS Innovation notamment, dont le programme de prématuration qui se positionne un petit peu avant l'enveloppe de maturation des SAT. Donc ça, c'est pour contextualiser un petit peu RISE. On a accompagné une 60aine de projets depuis le lancement de ce programme d'accompagnement. On a une 30aine de projets qui sont immatriculés. Donc nous, on ne pousse vraiment pas à l'immatriculation à tout prix. Notre conviction, c'est qu'il faut que l'immatriculation elle ait lieu au bon moment et pour les bonnes raisons. Et donc, on est vraiment très attentif là-dessus. Donc, on a une 30aine de projets qui sont immatriculés, une 20aine de millions d'euros qui ont été levés par ces sociétés. Et en fait, suite à ces premières itérations du programme RISE, on a identifié 2 points qui nous semblent clés et qu'on souhaitait adresser dans le cadre d'une réponse à l'appel à projet SIA, qui sont ceux liés aux aspects RH. Bien souvent, les projets qui viennent nous voir sont essentiellement portés par des équipes de chercheurs qui n'ont pas de compétences business. Et on sait qu'il faut intégrer cette compétence business assez tôt quand même dans le projet de création d'entreprise. Et donc, on a construit tout un axe de travail autour de l'intégration de cette compétence business qui peut passer par la prise en charge de la formation, qui peut passer par la mise à disposition de ressources CNRS Innovation, donc on appelle entrepreneurs en résidence, qui peut aussi passer par un fléchage vers notre partenaire privilégié dans le cadre de cette réponse SIA, qui est TechnoFounders, un startup studio donc assez généraliste. Et puis le deuxième point aussi qu'on a identifié, c'est l'identification et la confrontation au marché la plus précoce possible des projets de valorisation.
on a identifié un certain nombre de projets de valorisation en fait, qui n'avaient pas pris forcément tout de suite la bonne voie parce que les porteurs de projets étaient restés éloignés des réalités du marché. Et du coup, on a également travaillé là sur une espèce d'approche qui permet d'analyser les potentiels de valorisation, les marchés potentiels d'application de la technologie. Et voilà, on pourra en rediscuter plus en détail si vous le souhaitez. Merci Thomas. Bruno, je te passe la parole. Du coup, PSL Innovation, c'est bien comme ça que ça s'appelle, hein, je ne me suis pas trompée. Alors, pour être exact, je suis directeur innovation et entrepreneuriat de PSL. Ah, il n'y a pas le mot PSL Innovation, hein, c'est PSL tout court qui a ça. Ok. Alors, PSL Innovation ou PSL Innovation Entrepreneuriat, c'est ce qu'on dit en raccourci pour désigner l'équipe ou le service. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'étude. 2 mots sur ce qu'on fait à PSL. Donc, on a, disons, une caractéristique un tout petit peu particulière, c'est que le service à PSL a été créé dès le début dans une optique start-up. En 2013, à l'époque, c'était pas tout à fait typique, disons, dans le paysage. Je le dis d'autant plus librement que moi-même, j'étais pas présent à l'époque. C'est vraiment la vision de Jacques Levinaire dans le contexte d'un écosystème où il se passait déjà beaucoup de choses en termes d'innovation, à l'Institut Curie, à l'ESPCI, à l'École des Mines, ailleurs. L'idée d'aller vers l'innovation de rupture et vers la création d'entreprises, c'était vraiment l'idée forte qui a été directrice pour la création du dispositif, avec l'idée que ce soit complémentaire à des choses qui existaient déjà. Hein. Vous savez qu'à l'Institut Curie ou à l'École des Mines, il y a des modèles assez différents. On ne veut vraiment pas opposer le modèle start-up à un modèle plus partenarial. On pense qu'il y a des synergies très fortes entre les différents modèles. Nos startups co-développent avec les partenaires industriels de nos labos. Les industriels s'intéressent à l'écosystème pour la qualité scientifique, mais aussi pour le deal flow de startup. Et tout ça crée des synergies. Voilà, donc dans cette optique a été créé depuis un dispositif que je ne vais pas décrire en détail, mais dont l'ambition est de couvrir un petit peu toute la chaîne de l'innovation avec la partie tech transfert qui est faite par notre équipe, mais aussi par d'autres acteurs du périmètre, y compris les services des organismes, notamment le CNRS, des capacités d'accompagnement des startups, des incubateurs. Il y a 3 incubateurs dans le périmètre de PSL, un à l'ESPCI, un à l'École de chimie et un à Dauphine. Plus dans l'environnement immédiat, Agoranov, dont PSL est membre, et puis Paris Biotech, qui a déjà été cité, avec qui on travaille aussi beaucoup. Et on est en train de compléter ça, là aussi, par un programme d'accélération issu de l'appel dit Intégration SIA, où on va nous aussi cibler, et c'est sûrement pas un hasard, les aspects RH, avec un programme notamment d'entrepreneurs en résidence, on pourrait y revenir, et puis des aspects analyse de marché et des aspects prototypage, pré-industrialisation, l'idée étant de compléter l'existant. À PSL, comme je pense un peu partout dans le monde économique, on a plus de ressources sur les aspects technologie, propriété intellectuelle que sur les aspects marketing et business développement. Et donc, on veut équilibrer ça et renforcer l'accompagnement des startups vers l'aval, vers le marché. Voilà, en parallèle, on a construit une chaîne de financement. Donc, PSL est une expérimentation du FNV, ce qui nous permet, là aussi en lien avec les instituts Carnot et d'autres structures du périmètre, de financer de la prématuration et de la maturation. On a mis en place un dispositif French Tech Seed, qui est maintenant un bon régime de croisière. Et puis, on a créé un fonds d'amorçage avec Elia Partners, qui s'appelle le PSL Innovation Fund, qui a levé 76 millions d'euros, qui existe depuis 2018 et qui a fait une petite vingtaine d'investissements. On a passé maintenant la moitié de la période d'investissement, donc voilà, la trajectoire se poursuit. Donc tout ça, là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, tout ça va à créer une assez belle dynamique en nombre de projets, en valeur des participations détenues, etc. On est en une structure assez jeune et tout ça, on considère qu'on est vraiment encore au début de l'histoire, mais il y a vraiment des premiers succès assez prometteurs. Je vais faire une petite remarque au passage, il faut faire le lien avec l'étude et vraiment ça ne se veut pas polémique, mais pour nous cette dynamique, elle n'est pas complètement capturée dans les chiffres qu'on a vus. Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, il fallait bien donner une définition pour savoir ce que les chiffres veulent dire, donc on est parti de cette notion de mandataire unique. Il y a d'autres acteurs dans le périmètre PSL qui sont mandataires uniques de certains projets, comme par exemple l'Institut Curie ou l'École des Mines, qui ne sont pas dans les chiffres. Et pour nous, évidemment, ils font vraiment partie de l'écosystème PSL. On a des startups dans nos incubateurs qui
n'ont pas forcément transféré de l'API, licencié de l'API issu d'un mandat académique, donc il n'y a pas de mandataire unique, et pourtant ils font bien partie là aussi de l'écosystème PSL. Il y a aussi, je pense, un effet de bord dans la décroissance qu'on voit, c'est-à-dire le fait qu'on a des startups qui ont été créées, mais pour lesquelles les licences ne sont pas encore en place. Donc je ne serais pas étonné que cette décroissance en effet de bord, on la voit se décaler. Voilà. Donc, bon, encore une fois, ce n'est pas pour polémiquer, on sera sûrement amené à reparler de tout ça. Si on veut arriver à 500 dans quelques années, je pense qu'on a intérêt à compter tout ce qui existe dans les écosystèmes, donc plutôt élargir la définition. Pour ce qui est de l'objectif que j'ai découvert là, hier quand j'ai reçu les slides, l'objectif qui est assigné à PSL de 10 startups par an en 2025, il n'est sûrement pas déraisonnable. Je pense qu'on y sera avant 2025. Enfin, ça dépend comment on définit les chiffres à nouveau. Et en tout cas, peut-être dans la deuxième partie du panel, on peut discuter un peu des facteurs de réussite qui nous permettront de poursuivre cette trajectoire. Merci. Merci Bruno, très clair. Je te remercie de ta présentation. Tu me fais quand même rebondir sur l'objectif du plan Deep Tech, enfin le principal objectif du plan Deep Tech qui concerne l'émergence des startups et qui est quantitatif, mais qui est une cible qui est effectivement même fixée dans un décret, dans une loi, hein, la LPR, il me semble. Donc effectivement, nous devons nous attacher tous ensemble à essayer d'atteindre les 500 startups Deep Tech par an. Issus des organismes. Et comme tu le dis, ça va nécessiter une organisation. Et puis, on va prendre notre part dans cette organisation, puisqu'effectivement, là, on a fait une relève de 23 grosses entités qui drainent peut-être le plus ou qui drainent énormément de startups deep tech. Mais ceci dit, ça doit être, comme tu l'as dit, étendu. Notamment à tous les pôles universitaires, mais pas que. Il y a toutes les filiales de valorisation. Je vois que Mariana de Floralis s'est manifestée dans la conversation. Effectivement, on ne relève pas directement auprès de l'UGA. Enfin voilà, tout ça, on va l'organiser. C'était la première relève. Ça va être enrichi. Et en fin d'année, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir les points d'entrée dans les universités pour pouvoir aussi avoir cette représentation non négligeable par campus et par site et par sites régionaux ou par site de campus. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont joué le jeu l'an dernier pour cette relève. Et donc, je vais enchaîner tout de suite au-delà de la partie relève et de la partie objectif du plan Deep Tech. Comme tu viens de le dire, Bruno, aussi, quels sont selon vous les facteurs clés de réussite pour atteindre les objectifs du plan Deep Tech ? Et notamment celui du nombre. De toute façon, en fait, le nombre de 500, c'est le premier, parce que derrière, ça créera nos licornes de demain, et derrière, ce sera aussi nos startups industrielles de demain. Donc, il y en a 3 grands objectifs dans le plan, vous les connaissez tous, et je viens de les citer. Et donc, le premier, celui qui amène tout le deal flow aux autres, sera le plus d'émergence de startups deep tech. Et donc, comment on va faire ? Je te repasse la parole, Bruno, ou je la repasse à Corinne peut-être. Corinne, comment on va faire pour les facteurs clés de réussite ? Quels sont nos facteurs clés de réussite pour nous organiser et atteindre ces objectifs ? Les facteurs clés, nous, l'enjeu, c'est d'avoir plus de porteurs. Ça, c'est vraiment l'élément déterminant aujourd'hui pour nous tous, je pense. Donc, j'en profite pour saluer l'initiative Tandem à laquelle on participe et qui va nous permettre justement de bien faire ce matchmaking entre nos technos et puis les personnes qui sont susceptibles de porter un projet de création d'entreprise. Donc ça, c'est le premier enjeu. Donc, adresser la communauté aussi des doctorants, des universitaires, des jeunes qui aujourd'hui, à mon sens, sont insuffisamment sollicités, et on a besoin de relais pour approcher cette communauté-là. Également, tout ce qui est opportunité d'usage et de marché qui reste encore à explorer davantage. Et puis, également sur des startups qui sont vraiment de rupture, qui vont porter nos technologies à assurer notre souveraineté économique. Et il faut réfléchir à des instruments qui permettraient de mettre en place des premiers financements élevés pour booster ces startups-là. Et puis, autre volet qui a été esquissé par Bruno, c'est le lien auquel je crois beaucoup, moi, avec les grands groupes.
et voir comment on peut, là aussi, davantage faire bénéficier notre écosystème de grands groupes de ces relais de start-up, à la fois en termes de tiers qui permet de porter nos technos en termes d'industrialisation, de services associés, et donc d'assurer ce transfert technologique, et puis aussi donc une capacité d'expérimentation, également de fourniture de certains composants. Donc voilà, c'est à peu près très sommairement les enjeux que je pense qu'on doit adresser pour soutenir cette ambition. Oui, ça fait une petite liste. Une petite liste, pas à l'après-vert, mais c'est pas mal. Mais quand même. Aux enjeux à relever, ouais, c'est ça. Pauline, je te passe la parole. Quand tu es INSERM, vous êtes un peu plus spécialisée, hein, vous êtes particulièrement sur le domaine de la santé. Est-ce qu'il y a des enjeux plus particuliers à adresser? Voilà, L'enjeu de l'équipe, c'est vrai que c'est un enjeu qui est fort dans toutes les thématiques, mais qui est encore plus, qui est particulier à la santé humaine, et notamment dans le développement thérapeutique, où il faut des porteurs qui aient de l'expérience, qui sachent que c'est le développement de produits, etc. Donc c'est vraiment un sujet important pour nous, et c'est vrai que des outils comme Tandem, ce sont des outils clés, et c'est pour ça aussi qu'on participe beaucoup à toute cette intelligence collective qui est portée notamment par BPI. Après, c'est vrai que Tandem, ça permet de faire le lien entre deux personnes, mais après, c'est à charge à nous aussi d'accompagner ces équipes pour qu'ils se construisent et qu'ils apprennent à travailler ensemble, etc. Donc, c'est ce qu'on fait aussi dans le parcours pré-entrepreneurial. Après, nous, dans cet objectif d'augmenter le nombre de startups de qualité qu'on accompagne, on a commencé à travailler sur 2 axes. Premièrement, j'en parlais juste avant, la notion de sensibilisation auprès des chercheurs, auprès des étudiants, auprès des postdocs, des doctorants, qu'on a commencé à faire dans le cadre de SIA, mais qu'on voudrait étendre à tous les nationalement, et à tous les chercheurs INSERM et associés en santé humaine, pour vraiment augmenter le nombre de chercheurs, le nombre de jeunes de doctorants, etc., qui se lancent dans cette aventure entrepreneuriale, d'acculturer mieux à l'entrepreneuriat au sein des universités, au sein des laboratoires de recherche. Le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est un axe sur lequel on travaille en étroite collaboration avec les investisseurs. Et en fait, l'idée, c'est quand le chercheur n'est pas le porteur principal de l'envie de créer, c'est d'avoir un travail qu'on fait en collaboration avec un investisseur, et d'aller pousser un projet qui pourrait donner lieu à une start-up de qualité en collaboration avec le chercheur, mais sans que ce soit lui le porteur principal. Et donc, c'est sur ces 2 axes qu'on travaille pour augmenter encore plus le pool de start-up de qualité qui sortiront des laboratoires de l'INSERM. Et puis, je conclurai en disant qu'on croit vraiment au collectif on est persuadé que c'est en travaillant tous ensemble et en créant des synergies comme on le fait là, mais comme on l'a fait sur les différents consortia, qu'on arrivera à atteindre cet objectif national des 500 startups deep tech. Oui, très clair. Merci, Pauline. Effectivement, je vous ai entendu plusieurs fois, j'ai entendu le mot qualité. Je pense que depuis les 10 dernières années, on s'est tous attelés à effectivement sortir des startups de qualité. Donc, en fait, on a relevé ce défi, et on va relever le deuxième sur la quantité, et l'un va pas sans l'autre, en fait. Donc ça, je suis tout à fait rassurée, et je suis tout à fait en phase avec vous sur cette idée de pas créer pour créer, mais bien effectivement de sortir des futurs champions. Thomas, je te donne, dis-nous tout sur les facteurs clés que vous avez pu analyser depuis que maintenant vous êtes sur ces programmes entrepreneuriaux. Je pense que du coup, on le partage tous ici. C'est déjà l'équipe, c'est vraiment un des sujets clés. Il n'y a pas de projet sans équipe. Et donc, je profite aussi pour souligner vraiment l'apport qu'a fait Tandem, le déploiement de Tandem. Nous, on s'en sert comme de manière assez régulière, et on a un certain nombre de candidatures sur des projets où on n'a pas de porteur, et on sait que ça va accélérer le transfert de technologie vers le marché. Donc ça, c'est clair, pour nous, c'est
c'est le point de départ, avoir une équipe qui soit complète, complémentaire, qui soit pertinente vis-à-vis du marché qu'elle souhaite adresser. C'est un des défis à relever. Et le deuxième, c'est pour nous, c'est vraiment pour assurer l'émergence de nouveaux projets, c'est remonter en fait en amont dans la chaîne de valeur de ces projets de valorisation, arriver tôt, le plus tôt possible, pour les identifier déjà, puisqu'il y a un deal flow qui est pas négligeable dans les laboratoires du CNRS, donc il faut arriver à identifier les projets qui ont un potentiel de valorisation intéressant. Les aiguiller aussi, c'est vraiment important de prendre le temps de positionner la technologie sur le marché qui sera le plus propice à apporter une structure commerciale. Et ça permet d'ailleurs de rationaliser les investissements en réalité. Derrière, il y a aussi ce sujet de rationalisation des investissements en prématuration ou en maturation. L'objectif, nous, c'est d'assurer le dérisquage scientifique du projet de valorisation et on laisse le dérisquage technologique, on va dire, à la start-up. Mais la science, on sait que c'est que les ONR ou que les structures qui assurent le financement de la recherche fondamentale qui pourront lever ces verrous scientifiques. Donc là, mais on reste bien entendu à budget identique. Donc il faut un peu travailler les process pour s'assurer que les euros qu'on investisse permettent vraiment d'assurer le meilleur positionnement possible de la technologie. Pour nous, c'est vraiment ça les deux points clés, l'équipe et identifier le plus tôt possible les projets avec un fort potentiel. Ok, très bien. Bruno, PSL, c'est peut-être une typologie un tout petit peu différente ou pas du tout Je crois que sur les facteurs de réussite, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Après, chaque écosystème a sûrement ses atouts et ses faiblesses. Sur les aspects RH, je crois qu'une fois de plus, on voit bien que tout le monde a conscience de leur importance, mais apporter des réponses, le besoin est bien identifié, mais y apporter des réponses n'est pas si facile. Je pense que les outils comme Tandem et généralement les outils numériques dont on peut disposer maintenant nous permettent vraiment d'élargir très largement notre capacité à toucher des personnes qui peuvent venir renforcer les équipes. Après, comme a dit, je crois que c'était Pauline, ou Thomas peut-être, pardon, il faut un accompagnement. On sait que le speed dating, le matching, c'est une chose, mais c'est pas facile que les gens se comprennent, acceptent de travailler ensemble, se fassent confiance, etc. Et donc, nous, on a un rôle majeur à jouer là-dessus, à la fois en proposant des modes d'interaction pour aider les gens à se rencontrer, travailler ensemble sur un livrable, sur le lancement d'un produit, etc. Et puis, en jouant aussi un peu un rôle de tiers de confiance pour dire, voilà, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, etc. Et je pense qu'entre notre travail de proximité, par exemple, nous, c'est ce qu'on veut faire dans notre programme d'accélération, on va créer un dispositif d'entrepreneur en résidence qui va être un truc vraiment de proximité dans l'écosystème, mais d'arriver à faire jouer des synergies, disons, de manière un peu multi-échelle entre ce qu'on fait localement et ce qu'un outil national comme Tandem peut apporter en termes de rayon d'action, entre guillemets. On a vraiment, je pense, des belles opportunités là-dessus. Après, il y a, je pense, quelque chose qui est de très bon augure pour nous tous, c'est que vraiment, chez les jeunes chercheurs, chez les étudiants, il y a un intérêt grandissant pour les startups. Je ne pense pas que c'est nous qui l'avons créé. Je pense qu'il faut qu'on l'accompagne, que c'est un truc, c'est un changement culturel qu'on voit un peu partout. Nous, on a aussi des actions de sensibilisation, notamment pour les jeunes chercheurs. On les envoie vers ePhD, on les envoie vers d'autres dispositifs. Il faut qu'on pense un petit peu au fait qu'on a aussi besoin de gens un peu plus expérimentés dans nos entreprises. Il y a un vivier que sans doute on n'exploite pas assez, c'est toute la communauté de la formation continue, tous les MBA ou autres diplômes qui existent dans beaucoup de nos universités, qu'on crée plus de liens avec eux. Nous, on a franchement directement inclus une composante formation continue dans notre programme SIA. Donc, on va essayer de créer un programme spécifique pour immerger des gens dans l'écosystème PSL et former les futurs CXO de nos startups. Et plus largement, d'aller networker avec ce genre de communauté. Je pense que ça serait une très bonne chose.
Et puis l'autre chose que je voulais mentionner, s'il y a encore 2 minutes, c'est comme autre facteur de réussite, je pense qu'il faut qu'on continue le processus un peu de communication, d'acculturation sur l'importance des startups. Aujourd'hui, on sait parmi nos communautés dans l'écosystème, on est très convaincus de l'importance que ça a. On travaille de plus en plus, nous, acteurs du monde académique, avec des investisseurs. Il y a pas mal d'exemples de relations avec des VC. Pour autant, je pense qu'il reste un gap culturel, il reste des choses où on doit travailler à mieux se comprendre, voilà, de notre côté, de mieux comprendre la logique d'investisseurs, de leur côté, de mieux comprendre le tech transfert. Et je pense et pourtant, nous, on est très heureux de travailler avec Elaya, et c'est sûrement parmi les VC un de ceux qui comprennent le mieux le monde académique. Mais voilà, on sait que c'est 2 mondes qui sont quand même par nature un peu éloignés, qu'on a du travail là-dessus. Et puis plus largement, et là je pense que c'est une chose sur laquelle BPI France peut vraiment joue déjà et peut jouer un rôle majeur, en lien avec ce qu'on disait sur la synergie avec les grandes entreprises, etc. Et généralement, parce que ces convictions qu'on a, nous, maintenant, qui nous paraissent presque des évidences dans notre communauté de l'écosystème, l'importance des startups, comment ça fonctionne, pourquoi c'est important, c'est pas encore si largement partagé. Tous les grands groupes ont des démarches d'open innovation. Après, on voit bien qu'on se heurte encore toujours à des incompréhensions, à des choses. Et ça, je pense qu'il faut qu'on continue ça, et que on sait que nous, acteurs du monde académique, on n'a pas forcément une visibilité énorme en dehors de notre écosystème, et que par contre, un acteur comme BPI France, d'autres acteurs nationaux, l'impact du plan Deep Tech sur voilà, le monde socio-économique en termes de visibilité pour nous, je pense que c'est majeur, et qu'il faut qu'on continue aussi dans cette direction. Ouais, merci Bruno. On est en phase, je rejoins tout ce que tu viens de dire, importance majeure de continuer l'acculturation. Je vais répondre sur OTT VC. On a monté un Deep Tank 3 là, donc du coup où on essaye justement de faire se décloisonner, ou à minima, afin que les 2 mondes s'entrechoquent, et ils le font déjà, mais qu'on ait du langage commun demain en fait. C'est un peu ça l'enjeu, comme tu l'as dit. Et puis sur la partie avec les industriels, ça a été mis en évidence à Deep Tech Connect la semaine dernière, mais c'est que les prémices, il y a du travail, et en tout cas, on a des champs en fait de perspectives. On a des travaux et des enjeux à relever tous ensemble qui sont tout à fait. En fait, on se partage là ensemble. On est sur cette table ronde, et on se partage déjà les constats, et c'est déjà la première. C'est super, parce que c'est ce qui nous permettra d'avancer en fait. Donc, merci beaucoup. Je crois qu'on avait promis qu'on laisserait du temps de questions-réponses, donc on va le faire. En tout cas, merci à vos énergies, parce que vous êtes quand même tout le temps avec nous sur tous les projets, et on vous sollicite beaucoup, on le sait. Et c'est pour ça que maintenant, on essaye de rentrer un peu plus aussi en dynamique d'échange pour réitérer sur les travaux et continuer à avancer tous ensemble au service du plan Deep Tech. En tout cas, il est là pour vous, ce plan. Et donc, tout ce qu'on n'a pas écouté, faut nous le redire. Et à force, ça marche et ça rentre. Et après, on peut essayer de faire dérouler des choses pour qu'on arrive tous ensemble à atteindre les objectifs. Donc, Paul, est-ce que je te repasse la parole, ou comment ça se passe pour les questions-réponses ? Oui, je peux reprendre la parole. On a, je pense, le temps pour peut-être 2 questions. Et puis après, si vous voulez en poser d'autres supplémentaires, on les transmettra à Sonia et Lucille par rapport à l'étude. Elles pourront vous répondre directement par mail si ça vous va de fonctionner comme ça. Je pense que vous avez tous leurs emails. Est-ce que, Sonia, je ne sais pas si tu as pu regarder un peu dans le chat, est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions qui te paraissent clés dans le chat, ou est-ce qu'on ouvre plus largement? Je vois que tu as répondu à 1 question. Oui, donc, sur les doublons, on a répondu, mais peut-être qu'on peut ouvrir plus largement. Il y a quelqu'un qui vient de lever la main. Voilà, Florian. Est-ce qu'on peut faire comme ça, Paul? Alors, je prends juste le commentaire. Avant de te passer la parole, Florian, je prends juste le commentaire de Xavier Fanton, parce qu'il l'a posé avant. Il écrit « On voit émerger des problèmes de confiance. Des chercheurs ont le sentiment de ne pas avoir compris les règles de demande et de remboursement des investissements, et ils transmettent des retours négatifs à leurs collègues. » Est-ce que l'un de vous a un commentaire à faire par rapport à ça avant qu'on passe la question à Florian? Alors, du coup, je vais rebondir peut-être avec CNRS Innovation ou tous les autres, mais en fait, sachez qu'effectivement, on est bien conscient qu'il y a des sujets de transparence et qu'il faut qu'on partage plus sur les pratiques de transfert de tech.
Et le CNRS a lancé, lui commence à faire son benchmark de ses contrats de transfert. Peut-être Thomas, tu peux en dire 2 mots. Je ne sais pas si les autres pourront en dire 2 mots aussi. On vous laisse la parole là. Mais voilà un peu, on sait qu'il y a un sujet et on va faire ce qu'on peut pour offrir de la transparence aux chercheurs en l'occurrence. Rapidement, effectivement, il y a un travail qui est fait côté CNRS Innovation pour un petit peu benchmarker tous ces contrats d'exploitation qui sont mis en place en termes de contrepartie financière notamment, mais pas que. L'idée, c'est de pouvoir déjà capitaliser sur le travail qui a été fait depuis maintenant quelques années au sein de CNRS Innovation pour peut-être dégager des pratiques qui semblent fonctionner plus que d'autres. Et on a également déposé donc une demande pour un financement européen cette fois-ci. On attend le retour, on l'espère, pour la fin du trimestre du premier trimestre 2022. Et l'idée, ce serait d'élargir ce benchmark aux pratiques des TTO européens. Donc ça, c'est pour avoir une base de données un peu commune pour travailler derrière, chacun puisse travailler ses contrats d'exploit. Mais j'imagine la question de Xavier, en fait, je pense qu'elle impacte aussi le modèle économique des structures qui travaillent sur ces comptes, sur ces licences, sur ces contrats d'exploitation, j'imagine. Donc je pense pas qu'il y ait de raisons, de raisons génériques à ça. C'est un petit peu au cas par cas. Je suis pas sûr que on puisse avoir. Je suis pas sûr d'avoir compris la question, mais peut-être pour faire avancer la discussion. Je comprends que sans doute règle de remboursement des investissements, ça vise les demandes de droits préférentiels en cas de liquidation que demandent certains investisseurs et qui sont même assez fréquents dans les term sheets des tours de financement. Donc si c'est bien ça, je pense qu'effectivement c'est une réalité que ça peut être une source d'incompréhension et que bien sûr quand il y a un malentendu, il se propage parce que chacun en parle à ses collègues, etc. Pour moi, ce n'est pas une chose qui est abusive en soi. Il peut y avoir des versions abusives de full ratchet ou autres, etc. Dans mon expérience qui n'est pas illimitée, j'ai plutôt l'impression que ce genre de choses s'est plutôt amélioré ces dernières années et qu'on voit moins de demandes un petit peu contestables. Mais voilà. Mais je ne sais pas si Xavier est toujours là, s'il peut nous confirmer que c'est ça que visait sa demande. Non, je crois que Xavier n'est plus parmi nous, parce qu'il y a une petite croix à côté de son nom. Pauline et Corinne, je vous passe pas la parole parce qu'on va pas faire le tour de table à chaque question, mais peut-être que du coup vous répondrez plutôt à celle de Florian si ça vous va. Et du coup, Florian, je te renvoie la balle. Merci, bonjour à tous. Florian Drignasi, directeur général de PhD Talent. Ma question s'adresse particulièrement à Thomas, peut-être à Pauline aussi. Vous avez beaucoup insisté sur la nécessité de détecter au plus tôt les projets et en particulier de sensibiliser, de former les jeunes chercheurs, doctorants et postdocs. Dans le cas du CNRS, particulièrement, la grosse majorité des doctorants ne sont pas salariés du CNRS. Donc la formation n'est pas du ressort du CNRS. Comment vous vous coordonnez avec les écoles doctorales pour sensibiliser et former les doctorants sur ces sujets-là? Alors, en toute transparence, Florian, je ne pense pas qu'il y ait d'articulation particulière avec les ED pour le moment. Tu as mis le point sur un sujet clé pour le CNRS, c'est que le CNRS, en fait, on parle de plus de 1100 laboratoires un peu partout en France sur 10 thématiques de recherche. Donc il y a, c'est quand même assez compliqué d'avoir des actions très structurées à l'échelle nationale. Donc il y a le relais qu'on a, c'est quand même un relais régional. Le CNRS est organisé en délégation régionale. Pour autant, on a quand même des actions
on mène quand même des actions de sensibilisation. Alors, on ne parle pas de formation, qu'on soit bien clair. Je pense qu'il y a une différence entre sensibilisation et formation. À mon sens, ce n'est pas du tout le même objectif. Mais on a des actions de sensibilisation auprès de nos laboratoires, que ça passe soit en passant par les délégations régionales, soit en passant par les instituts du CNRS. Après, je reste convaincu, on a la même conviction sur ce que peuvent apporter les doctorants et les post-doctorants sur ces sujets d'entrepreneuriat, et c'est certain qu'il reste beaucoup de choses à faire. Il y a un certain nombre d'actions. On peut parler du Deep Tech Tour de BPI France qui fait un peu le tour des campus, des grands campus français. Il y a un certain nombre d'actions qui existent, IPHD, etc. Mais on peut toujours mieux faire. Donc voilà. Je ne sais pas si ça te convient comme réponse, mais... Pauline, tu as peut-être, de ton expérience à l'INSERM, tu as peut-être quelque chose à ajouter? En fait, c'est assez similaire à CNRS, c'est-à-dire que nous, on a des laboratoires, enfin, on fait effectivement de la sensibilisation et non pas de la formation. Il faut savoir que les laboratoires INSERM sont tous en mixité, donc c'est vrai que les doctorants et les postdocs qui sont au sein de laboratoires INSERM ne sont pas forcément employés par l'INSERM, mais l'idée, un peu comme CNRS, c'est plutôt de passer par nos délégations régionales, d'aller dans les laboratoires et de sensibiliser à l'entrepreneuriat les équipes, dont les doctorants et les postdoctorants. On n'a pas encore réfléchi à une articulation avec les écoles doctorales pour être complètement transparente. Mais par contre, effectivement, comme le disait Thomas, on participe très activement, notamment au Deep Tech Tour, auquel, par exemple, je serai à Nice jeudi. Donc voilà, et on essaye vraiment de passer par via toutes ces actions et via les délégations régionales pour atteindre les doctorants et les post-doctorants. Super, merci beaucoup. On a pris 5 minutes de plus de votre temps. Je crois que du côté des intervenants, on peut prendre encore 5 minutes de plus si jamais il y a quelqu'un qui a une question. Mais si tout le monde doit partir, je peux clôturer la séance. Donc, s'il y a une question, on a 5 minutes de plus pour une question supplémentaire s'il y en a une, et puis sinon, on clôturera la partie. Bon, j'ai l'impression qu'on est bon du côté des questions, donc il ne me reste plus qu'à remercier évidemment l'équipe côté BPI qui a travaillé sur le sujet, et qui a présenté l'étude et qui est plus en évidence à la caméra, et puis surtout les 4 brillants participants de cette table ronde, Corinne, Pauline, Thomas et Bruno. Merci beaucoup pour votre intervention, et on se retrouve le 14 décembre pour le dernier mardi de la Deep Tech de l'année 2021. Donc venez nombreux et surtout partagez le lien à vos collègues puisque le sujet va être passionnant. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bonne soirée. à tous. Au revoir.